Kamala Harris est-elle vraiment la meilleure candidate face à Donald Trump? La vice-présidente américaine est désormais lancée dans sa campagne. La question ne s'est pas posée très longtemps finalement après le retrait de Joe Biden. Mais est-elle lancée vers la Maison-Blanche? La route promet d'être encore longue et difficile. A-t-elle réussi sa mue en potentielle future présidente? Et à supposer qu'elle gagne, à quoi ressemblera l'Amérique de Kamala Harris? Cette question-là nous concerne aussi très directement. 3 invités pour en parler ce matin. Un soutien de Kamala Harris en France. Fred Hoffman, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des Democrats Abroad en France, donc c'est l'association qui réunit les démocrates installés à l'étranger. Une spécialiste de stratégie politique qui connaît bien l'administration américaine, Indian, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Génération Politique. Vous avez travaillé pendant 5 ans sur des missions politiques et économiques entre l'Europe, 3 ans, pardon, entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique. C'était pour l'administration Obama à l'époque. Et un journaliste, auteur d'une biographie de Kamala Harris, l'héritière, sortie aux éditions de l'Archipel l'année dernière. Alexis Buisson, bonjour. Bonjour à tous. Correspondant du journal La Croix à New York, nos auditeurs entendent ce petit décalage. C'est parce que vous êtes en direct des États-Unis où il est 2h23. Merci de veiller aussi tard pour nous. Sur la côte Est, absolument. Vos questions, auditeurs de France Inter au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter, bien sûr. On parlait il y a quelques minutes dans le journal de Joe Biden qui s'est expliqué, qui s'est adressé aux Américains cette nuit pour la première fois depuis son renoncement. La transition avec Kamala Harris est-elle réussie? Fred Hoffman, je commence par vous. Votre sentiment de militant démocrate, est-ce que vous avez retrouvé la confiance ou vous êtes encore inquiet? Oh non, pas du tout. Je suis pas inquiet du tout. Quand on voit qu'est-ce qui se passe depuis l'annonce que Kamala Harris, normalement, elle n'est pas encore la candidate. Hein, ça sera officialisé le 19 août à Chicago. Il y a peu de doutes, a priori, oui, exactement, vu la façon dont le parti s'est mis en rang derrière elle très vite. Oui, et on a vu déjà, avec l'argent, elle est levée de fonds en si peu de temps. En fait, elle avait une journée de record avec les levées de fonds. Plus de 80 millions de dollars, c'est ça? Oui, et en plus, il y a des engagements beaucoup plus élevés que ça. En plus, quand on voit le ferveur chez les démocrates, on voit plein de choses, même ici avec l'association Democrats Abroad et le site web votefromabroad.org, on voit le nombre de gens qui n'ont jamais voté, les expatriés, qui n'ont jamais voté, qui ont s'est mis sur les listes électorales. Qui s'inscrivent. Oui, s'inscrivent et qui n'étaient pas inscrits auparavant quand Joe Biden était candidat. Parce qu'on voit les chiffres. Parce qu'il y a plein de gens déjà, les Américains, qui savent pas qu'ils peuvent voter quand ils habitent à l'étranger. Déjà, on essaie de les informer. Ça, c'est intéressant. En plus, c'est un peu compliqué avec les 50 États. Mais en tout cas, Kamala Harris, je pense, il voit quelqu'un de dynamique qui amène autre chose et plus jeune. Et évidemment, pour les femmes, c'est quelque chose mais historique déjà, qu'elle pourrait être la première présidente femme, et aussi tout ce qu'elle représente en termes de les droits des femmes. Oui. Alors, grande militante effectivement de la défenseur du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Oui, exactement. Indian, votre regard là-dessus, c'est vrai que ce n'était pas facile de respecter à la fois une loyauté, un temps de décence vis-à-vis de Joe Biden, un vieux monsieur qui prend une décision douloureuse, et en même temps en se mettant tout de suite dans la peau d'une potentielle future présidente des États-Unis. Est-ce que elle s'en est bien sortie de ce défi, selon vous, Kamala Harris? Oui, en tout cas, les débuts, je veux dire les premiers jours de cette transition sont réussis. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à un moment d'euphorie. Les Américains, de manière générale, mais surtout les démocrates, sont contents. Contents pourquoi? D'abord parce que Joe Biden a été mis de côté. Parce que, honnêtement, il y avait beaucoup de démocrates qui avaient toujours peur lorsqu'il prenait la parole parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc il y a une sorte de soulagement. Les démocrates sont contents, et même certains indépendants et certaines personnes qui ne votent pas d'habitude, parce qu'elles voient une figure qui arrive avec un nouveau message, qui arrive avec un nouveau visage, qui arrive aussi avec une nouvelle dynamique, qui est plus jeune, qui est aussi plus jeune que Donald Trump, et donc qui va le mettre en difficulté sur ce terrain-là. Donc ça a été réussi, la transition a été réussie. Maintenant, est-ce que elle a été un petit peu difficile parce que les circonstances sont difficiles? Très certainement, parce que lorsqu'on écoute le discours de Monsieur Biden d'hier soir, il y a une sorte de responsabilité. Il s'est mis vraiment en hauteur. Là, on sent que c'est un monsieur
monsieur qui parle à l'histoire. Il est en train de dire qui il est en tant que président qui va rester dans l'histoire et quel va être son héritage. Celui qui défend la démocratie et celui qui l'a défendue. Et c'est plus important que les ambitions personnelles. Absolument, et c'est ce qu'il a dit. Mais en même temps, il y a l'homme qui est touché parce qu'il voulait rester jusqu'au bout. Alexis Buisson, vous qui nous parlez depuis les États-Unis, je crois que vous avez suivi Kamala Harris hier avec des militants démocrates à Indianapolis. Vous l'avez senti comment? Comment vous avez senti surtout les électeurs? Oui, c'était un devant la convention du Comité noir, un groupe de femmes noires, 6000 participantes qui se rassemblaient donc. La liaison, effectivement... je suis désolé, la liaison est un peu compliquée. On va vous rappeler tout de suite pour qu'elle soit de meilleure qualité et vous nous raconterez ça. Simplement, puisqu'on parle de la transition, justement, la mue nécessaire de Kamala Harris dans ses habits de future présidente. Alors, c'est déjà le slogan, hein, c'est comme ça qu'elle a été présentée dès son premier meeting, The Next President, la future présidente des États-Unis. Est-ce que c'est déjà une réalité, Fred Hoffman? Qui est-elle? Quelle est son identité politique? C'est ça maintenant son plus grand défi et c'est ça qu'elle va devoir expliquer aux Américains. Oui, mais je pense que ça soit facile. Déjà, le premier discours qu'elle a fait, elle est devenue très, battante, quoi, parce qu'elle avait parlé de Donald Trump comme prédateur sexuel, fraudster, tricheur. C'est un ancien procureur général. Et c'est son angle d'attaque, ça c'est clair. Oui, mais même, parce qu'elle ose de dire les choses que jusqu'à maintenant les gens n'osent pas dire. Parce que je suis désolé, le candidat pour le Parti républicain, c'est un criminel qui est reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. On n'entend pas ça assez, mais moi, quelqu'un qui a grandi aux US, même je suis en France depuis longtemps, quand je vois ce monsieur qui est la tête d'un parti, le Parti républicain, je suis navré, mais ça me choque, quoi, et que les gens acceptent ça comme c'est normal. Mais une autre chose, Kamala Harris va présenter plein de projets déjà, sa politique. Mais qui est-elle? Est-ce que son identité politique est si claire que cela pour les Américains? Oui, mais je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas assez, et là, elle va avoir un travail à faire pour montrer qui elle est et expliquer. Indiane, Trump la présente comme une gauchiste radicale. Quelle est la réalité? Avec nos lunettes françaises, elle se situe où sur l'échiquier politique, Kamala Harris? C'est une libérale. En réalité, Kamala Harris, elle est très proche de Joe Biden. Et ce qui est assez paradoxal aujourd'hui, c'est que tout le parti démocrate se rallie à elle dans une volonté d'unité, alors qu'en réalité, il y a une partie très à gauche, notamment les progressistes qui sont du côté de Sanders, qui sont du côté d'AOC, qui ne sont pas alignés avec la ligne de Kamala Harris, qui sont beaucoup plus à gauche. Donc la stratégie de Donald Trump et ses éléments de langage, c'est dire attention, c'est quelqu'un qui est très à gauche, et là encore plus à gauche que Bernie Sanders, alors que dans les faits, ce n'est pas vrai. Mais en revanche, c'est ce qu'il va utiliser face à un électorat qui, soit sa base, soit l'électorat traditionnel républicain, soit même l'électorat indépendant, indécis entre les deux, va être sensible à ce discours-là. Est-ce qu'elle est trop à gauche ou pas? Mais dans les faits, en réalité, elle ne l'est pas. C'est pas l'aile AOC ou l'aile Bernie Sanders. Ce qui est sûr, c'est que cela oblige Donald Trump et son camp à revoir totalement leur stratégie. Est-ce qu'ils y parviennent pour l'instant? Est-ce qu'ils tâtonnent? On a entendu d'ailleurs dans le journal de 8 heures des attaques personnelles violentes de Donald Trump contre Kamala Harris, mais au-delà de ça, il faudra aller sur le fond. Ce sera quoi la nouvelle stratégie de Trump contre Kamala Harris? D'abord, la campagne des Républicains et de Donald Trump se prépare depuis un moment avec des sondages, avec des mémos pour une transition de Biden à Harris. Oui, on peut pas dire qu'ils aient été totalement surpris. Mais il n'empêche qu'il y a une période de transition qui n'est pas évidente pour eux et qui va poser question. Aujourd'hui, ils sont un petit peu mis derrière la scène, parce que tout simplement, elle surprend tout le monde, elle plaît à beaucoup de gens, mais il y a aussi un effet d'euphorie. Est-ce que ça va durer plus de 3 jours, plus d'une semaine? Il va falloir attendre et voir. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, tout de même, avant le retrait de Joe Biden, lui marchait sur l'eau après l'attentat dont il a réchappé miraculeusement. L'euphorie, à ce moment-là, elle était du côté des Républicains. Peut-être qu'elle pourra revenir pour Donald Trump. Fred Hoffman, on parlait de l'identité politique de Kamala Harris et des arguments que Donald Trump peut lui opposer. Elle a des failles tout de même vues du
côté républicain. Elle est vue comme issue de l'élite. Elle vient de Californie, qui est l'État le plus progressiste des États-Unis. Pour l'électorat ouvrier, qui est très présent dans les États clés, qui peuvent faire basculer l'élection. Pour l'électorat des banlieues, est-ce que ça peut être un repoussoir aussi, la figure de Kamala Harris? Non, mais elle était très déjà avec les syndicats. Alors ça, quand on parle des workers, pour les workers, les ouvriers, non? Oui, les ouvriers, pardon. Et, déjà, je voulais juste rebondir sur une chose quand vous avez dit que la stratégie de Trump contre Kamala Harris au cas où, mais je pense pas qu'ils ont bien réfléchi parce que J.D. Vance, le colistier, en fait, il apporte pas grand-chose à Donald Trump parce que c'est le MAGA vraiment XXX quoi. Et le MAGA, c'est Make America Great Again. Et je pense pas que ça vraiment apporte grand-chose mais si vous avez vu depuis quelques jours ce que Donald Trump fait comme stratège, c'est juste de critiquer. Il a dit que Kamala Harris était folle comme un punaise de lit. Je suis désolé, mais c'est indigne, c'est pas digne, c'est ignoble. Et il dit, lui, il n'est pas capable d'aller dans les fonds des sujets. C'est ça le problème. Vous dites que J.D. Vance, le colistier, donc potentiel vice-président de Trump, est une épine dans le pied maintenant que Joe Biden n'est plus le candidat. Est-ce que Trump doit changer, peut changer? Non, j'allais pas dire ça, mais je pense qu'il l'aide pas beaucoup. Je pense que Trump allait choisir une autre personne s'il avait su avant que c'était Kamala Harris comme candidate. Ouais. On a retrouvé Alexis Buisson, je crois, en direct de la côte est des États-Unis, correspondant du journal La Croix à New York. Alexis, vous avez suivi donc Kamala Harris hier dans l'Indiana avec des militants démocrates. Comment vous avez senti la dynamique? Oui, c'était un meeting effectivement d'une sororité noire, un groupe de femmes noires qui tenait une grande convention donc dans l'Indiana, à Indianapolis. Et Kamala Harris était donc invitée à s'exprimer, comme elle le fait souvent, devant des sororités ou des fraternités afro-américaines. Et effectivement, l'enthousiasme était vraiment au rendez-vous. Hein. On parle ici de Kalama Mania. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti en étant ici. Alors, c'était bien sûr un public qui était conquis par Kamala Harris, mais il y a plusieurs participantes qui ont fait un parallèle en fait avec l'enthousiasme qui a accompagné la victoire de Barack Obama en 2028. Et donc, il y a vraiment ce soulagement, ce sentiment d'effervescence en quelque sorte qui accompagne effectivement l'arrivée, l'irruption de Kamala Harris sur la scène. Je vous repose la question, vous qui avez écrit une biographie de Kamala Harris intitulée L'héritière, Alexis Buisson, sur son identité politique, la façon dont elle est vue par une partie de la population américaine. Est-ce qu'elle peut être un repoussoir pour une partie de l'électorat susceptible de faire basculer l'élection? C'est-à-dire que Kamala Harris, elle a tenu des positions idéologiques un peu différentes tout au long de sa carrière. Et il faut vraiment comprendre qu'elle est issue de San Francisco, qui est une ville très à gauche aux États-Unis, qui est lui-même dans un État démocrate, hein, plutôt démocrate, la Californie, mais qu'elle a évolué dans des milieux qui sont plutôt conservateurs, qui sont des milieux masculins, blancs, en l'occurrence celui de la justice, celui de la police. Et donc par moment tout au long de sa carrière, que ce soit comme procureur de San Francisco ou plus tard comme procureur de Californie, hein, première flic de Californie en quelque sorte, eh bien elle a dû modérer ses positions ou se montrer plus ou moins progressiste ou plus ou moins conservatrice sur certains sujets et notamment sur son soutien aux forces de l'ordre. Et c'est quelque chose qui est revenu la hanter en 2019 quand elle était candidate aux primaires démocrates. Et donc en fait, mon sentiment, c'est que Kamala Harris, en fait, elle se prête, elle s'expose à différentes critiques. En fait, elle est de toutes les parts. Elle est trop progressiste pour les modérés, elle est trop modérée pour les progressistes. Pour les républicains, ils la voient comme une gauchiste radicale qui va détruire le pays. Donc finalement, en épousant différentes positions, elle s'expose à
à des critiques de toutes parts. Il y a ces critiques effectivement sur ces variations qu'elle a pu avoir sur certains points très concrets par le passé. Il y a aussi un angle d'attaque qui est l'angle d'attaque sans doute principal des Républicains contre elle, c'est le bilan de l'administration Biden sur l'immigration. C'est à elle que Joe Biden avait confié la gestion de cette fameuse frontière avec le Mexique où affluent énormément de migrants venus des pays d'Afrique centrale qui fuient la violence, la corruption d'Amérique centrale, qui fuit la violence, la corruption, la pauvreté. Indiane, ça c'est un point faible aussi de la candidature de Kamala Harris. En tout cas, dans le camp républicain, c'est perçu comme un point faible. Alors, si on va vraiment dans les détails, c'est pas que c'est à elle de gérer la crise, c'est à elle d'aller voir dans les pays en question quelles sont les causes politiques de la crise et d'essayer d'y trouver des réponses. Donc, en réalité, Joe Biden lui a filé cette responsabilité, cette mission qui n'est pas du tout facile, mais elle n'est pas responsable de la crise migratoire, sachant qu'en plus, l'administration Biden a fait beaucoup pour limiter l'immigration ou pour limiter les flux d'immigration. Surtout qu'il y a quelques mois, il y avait même eu des questions ou des conversations autour d'un projet bipartisan entre républicains et démocrates pour essayer de contrôler ces flux migratoires. Évidemment, les républicains n'ont pas voulu, notamment poussés par Donald Trump, parce que ça leur aurait enlevé un argument de campagne. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on est dans une situation où Madame Harris, elle a besoin, en quelque sorte, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de démocrates autour d'elle, elle a besoin de convaincre son électorat à elle et peut-être un petit peu plus des personnes qui ne votent pas d'habitude et les indépendants. Les démocrates veulent gagner aujourd'hui. Ils veulent combattre Trump et ils veulent gagner contre Trump en novembre. Et c'est pour ça que vous avez une union. Pas nécessairement parce que tout le monde adore Kamala Harris, même s'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, mais parce qu'il y a un vrai pragmatisme, même du côté de ceux qui sont très à gauche de l'aile démocrate. Une question de Fabien au Standard d'Inter. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous nous appelez de Brest, on vous écoute. Oui, il me semblait que, vu d'ici, en tout cas, ce combat électoral qui s'amorce était un peu la quintessence de l'Amérique contemporaine, avec d'un côté l'homme blanc dominant, âgé, qui a fait preuve d'intolérance, qui est sur une démarche à la fois identitaire, conservatrice, et face à une femme plus jeune, représentative de l'Amérique multiculturelle, qui est elle-même métisse, qui défend les droits civiques, qui défend le progrès social. Et donc, il me semble que c'est là un beau résumé de l'Amérique offerte aux électeurs, finalement, aux électeurs américains, de pouvoir choisir sur quel clivage ils vont se ranger au cours de cette élection. Est-ce que vos analystes présents en plateau ou à distance depuis les États-Unis confirment que ça peut être un choix assez formidable finalement et assez stimulant pour l'électeur américain? J'imagine, Fabien, d'abord que Fred Hoffman ne vous contredira pas sur la présentation que vous venez de faire, sur ce duel. C'est ça l'enjeu et le résumé, il est le bon, celui que fait Fabien? Oui, je vois un peu comme ça aussi, mais... Je pense que les gens, parce qu'ils connaissent déjà Donald Trump, parce que tout ce qu'il représente et la politique va amener, que avec Kamala Harris, maintenant, il va vraiment une autre Amérique et comment ça peut avancer dans un sens qui est positif pour tout le monde, pas que pour les démocrates. Et je pense, une chose que je voulais dire tout à l'heure, avec le soutien de Kamala Harris, vous allez voir les femmes venir en masse, les gens de couleur, aussi, et les démocrates, comme vous avez dit, c'est un peu comme ici en France avec un barrage. Ils sont démocrates et même s'ils sont pas toujours d'accord, ils vont faire en sorte que Donald Trump ne gagne pas l'élection. Vous avez parlé des femmes, des Afro-Américains qui pourraient revenir vers le vote démocrate, des minorités en général. Et aussi les indépendants, on va voir. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de républicains qui vont venir, mais... Et les jeunes également, qui s'étaient beaucoup détournés de la candidature de Joe Biden, Indiane, notamment en raison du soutien inconditionnel à Israël exprimé par le président américain. Quelle est la position de Kamala Harris là-dessus? Est-ce qu'elle a une position un peu différente de celle de son président? C'est une bonne question, et c'est justement la conversation qu'on a aujourd'hui dans les milieux, c'est
quel est le positionnement de Kamala Harris sur certains sujets clés. Il y a aujourd'hui pour moi deux faiblesses dans la candidature de Madame Harris, c'est que premièrement, il y a des gens qui ne la connaissent pas. Alors peut-être que sa campagne va réussir à l'imposer en 3 mois, alors que les dernières années, ils n'ont pas très bien réussi. En tout cas, il n'a pas réussi à marquer le public. Et deuxièmement, on ne connaît pas son positionnement sur certains éléments clés. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est que en réalité, au fond, ça va être à peu près la même ligne que Biden. Elle va pas nécessairement beaucoup s'éloigner de cette ligne-là. Elle va en termes de rhétorique dans ce qu'elle dit et dans ses prises de position, et c'est ce qu'elle avait prouvé notamment lorsqu'elle avait fait une intervention à ce sujet en mars. Elle va très probablement avoir un ton un petit peu plus dur avec Israël, avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Davantage de compassion envers les victimes palestiniennes. Davantage, mais dans les faits, dans les actions, lorsque vous parlez à des personnes qui la connaissent et qui ont échangé avec elle, on va très probablement avoir une même ligne que Joe Biden. Pour terminer, Alexis Buisson, Donald Trump, finalement, Joe Biden, Kamala Harris, est-ce que ils ont tous pour point commun d'avoir pour ligne politique America First, l'Amérique d'abord? Oui, ça reste des représentants des États-Unis qui défendront les intérêts de leur pays avant tout. Mais juste pour revenir peut-être sur la remarque de Fabien, effectivement, ce sont deux candidats qui sont diamétralement opposés, que ce soit sur l'âge, la philosophie politique, la manière dont ils ont élevé Donald Trump dans un milieu plutôt privilégié, Kamala Harris étant une fille d'immigrés qui a grandi sur la côte ouest. Ils ont tous les deux des paradigmes complètement différents. Ce sont effectivement deux Amériques qui vont s'affronter, mais moi je pense que la faiblesse de Kamala Harris, c'est qu'elle ne doit pas se considérer comme un symbole. Elle ne doit pas juste se présenter comme un symbole d'une nouvelle Amérique. Elle doit vraiment apporter des réponses concrètes, économiques, aux défis du pays. On voit quand on sonde les Américains qu'il y a un profond pessimisme sur la trajectoire du pays, notamment chez les jeunes qui ont l'assurance qu'ils vont moins bien vivre que leurs parents, que les générations passées. Et donc, elle doit, en tant que candidate, apporter des garanties. Merci à tous les trois. Alexis Buisson, je rappelle le titre de votre livre, Kamala Harris, l'héritière, aux éditions de l'Archipel. Merci à vous, Inziane, fondatrice de Génération Politique. Vous aviez travaillé pendant 3 ans pour l'administration Obama, et Fred Hoffman, porte-parole des démocrates américains expatriés en France.